Bonjour et merci d'être là pour parler de la nouvelle version de la norme P01012. Nous accueillons aujourd'hui Nicolas Lopin, délégué technique SNFA, et Mathieu Kéros, responsable technique des unions des métalliers, qui vont nous parler donc du nouveau concept et de leurs exigences. Allez, on y va. Donc il s'agit de la nouvelle norme NFP 01012, largement connue depuis 40 ans comme étant la norme pour les garde-corps. Alors les choses ont évolué, on ne va pas parler que de garde-corps, et ça va être tout l'objet de cette présentation pour cette nouvelle norme. L'ancienne date de 88, et cette nouvelle norme, si tout va bien, elle est en publication, devrait être publiée vers le 15 novembre, pour une application 6 mois après, c'est-à-dire au 15 mars. Alors cette nouvelle norme, elle a un titre, un long titre, Solutions techniques relatives aux éléments de protection visant à limiter le risque de chute accidentelle de hauteur des personnes dans le cadre d'un usage normal des bâtiments. Je vous invite à bien regarder ce titre parce qu'en fait, la présentation qui va suivre va décliner plusieurs mentions plutôt pertinentes et ce pourquoi on a ce titre. Retenez solutions techniques, éléments de protection, limiter le risque et usage normal des bâtiments, parce que la suite de la présentation va largement expliciter ces différentes notions. Ouais, je vais me mettre là, ce sera plus facile, j'ai un prompteur. Donc le principe de la sécurité de cette NFP 01012, prévention du risque de chute accidentelle de hauteur des personnes dans le cadre d'un usage normal des bâtiments, est assurée par un élément de protection mis en œuvre en périphérie, donc des zones d'activité sur lesquelles peuvent se développer des activités humaines normales, en bordure ou à proximité d'un vide, avec une hauteur de chute supérieure à 1 mètre, à partir de la zone d'activité. Donc les 1 mètre, ça ne bouge pas, c'était déjà dans l'ancienne norme. On met une protection de sécurité aux chutes dès qu'il y a une chute supérieure ou égale à 1 mètre. En bordure de proximité du vide, ça, vous le comprenez bien. La zone d'activité, on va largement vous en parler pour voir comment on la précise et définit. Le travail de révision a démarré en 2011. Ça date un peu, mais on a beaucoup bossé. On a beaucoup bossé parce qu'en 2011, en fait, il y a eu une alerte de la Commission de la sécurité des consommateurs, qui est devenue aujourd'hui INC, et du Haut Conseil de la santé publique, HCSP, sur le nombre inquiétant de défenestration d'enfants de moins de 6 ans, à savoir environ 300 par an. Donc à partir de là, la commission de normalisation en charge de cette norme, la commission P01A, s'est regroupée, s'est reformée pour réviser l'ancienne norme qui datait de 1988. Alors on a beaucoup travaillé et on a commencé par faire des exercices à des enfants, de la petite section à la primaire. Il y a eu 3 campagnes d'exercices où on y a mis les garde-corps que l'on réalisait couramment, qu'on a tous chez nous. 1 mètre, une allège à 45, des barreaux verticaux ou horizontaux, un remplissage plein. On a été très surpris parce qu'en fait, les enfants sont passés par-dessus tous les garde-corps, y compris remplissage toute hauteur, vitré. Ils passent tous, en particulier, alors ceux de moins de 6 ans ont un peu plus de mal pour escalader, mais à terme, ils y arrivent. Ce qui nous a fait poser beaucoup de questions. Comment régler ce problème, entre parenthèses, d'escalade, si on parle de garde-corps? Alors après tous ces exercices, voilà la conclusion, vous l'avez à l'écran. C'est que malheureusement, on a constaté que la norme actuelle d'1 mètre était insuffisante vis-à-vis de l'escalade, et 1,50 m, c'était pareil.
Donc relever la hauteur de garde-corps, ce n'était pas le bon chemin. Et on allait mettre des enfants en cage. Ce qui n'était pas non plus l'objectif. Ensuite, il y a un autre risque, c'est le risque de passage à travers, qu'on peut retrouver avec des enfants de moins de 6 ans. Et là, pour le risque de passage à travers, il s'est avéré que les exercices étaient plutôt pertinents, parce que les enfants passaient à travers. Hein, l'ouverture de 180 ou l'ouverture de 110 passait à travers. Au moins les hanches. Après, ils restaient coincés par la tête. Enfin, c'est pas très beau de dire ça, mais c'est une réalité. Donc il a fallu qu'on travaille avec ces acquis, risque d'escalade difficile et risque de passage à travers à réviser. Ce qui explique un peu pourquoi on a mis du temps. Donc aujourd'hui, dans cette norme, l'élément de protection, déjà vous avez remarqué, on dit que c'est la norme garde-corps, mais en fait c'est devenu l'élément de protection. On ne parle plus que de garde-corps. Donc l'élément de protection, ça va concerner tous les éléments de l'ouvrage qui vont assurer ce risque de chute accidentelle des personnes. Donc il y a les garde-corps, ok, mais il y a aussi les allèges de fenêtres, il y a les vitrages toute hauteur en façade, il peut y avoir aussi des cloisons. Donc n'importe quelle paroi, allez, on va dire paroi, dans le bâtiment qui donne sur un risque ou sur un vide de plus d'1 mètre, devra répondre à l'exigence de cette norme, quel que soit l'élément de protection. Ensuite, donc, la norme, elle ne peut en aucun cas, après ce que je vous ai dit, être considérée comme un dispositif participant à la prévention du risque des jeunes enfants. Il peut être considéré uniquement comme un retardateur d'escalade et limiteur de passage à travers, plus ou moins performant en fonction de la hauteur et du remplissage. Virgule, par des enfants livrés à eux-mêmes. Là, ça introduit un peu l'approche que vous allez avoir après dans la norme. C'est que cette nouvelle version de la 01012 intègre des dispositions supplémentaires pour limiter, c'est en gras et souligné, les risques, mais malheureusement, elle ne permettra pas de l'éviter. C'est important. C'est important. Un garde-corps, il ne fait pas tout. Un enfant livré à lui-même devant un garde-corps, en fait, c'est anormal. En fait, si on veut répondre au texte de loi, on va en parler tout de suite après, qui est d'éviter, il faudra prendre les dispositions constructives qu'il y a dans la norme, mais il faudra, je vous ai bien mis tout à l'heure, dans le cadre d'un usage normal de bâtiment, quand on est en maison individuelle, surveiller ses enfants, c'est l'usage normal du bâtiment. Donc en fait, on va expliquer, et c'est ce qu'on explique après par la suite, on a des garde-corps, mais laisser un enfant tout seul devant un garde-corps, ce n'est pas normal. Si on veut éviter, il faut surveiller les enfants, dans le cadre d'une maison individuelle. Après, il se pose la question des ERP, des bureaux, où il y a peut-être moins d'enfants, et là, ça devient la charge du maître d'ouvrage de prendre des dispositions pour ne pas laisser les enfants livrés à eux-mêmes, devant un garde-corps ou une fenêtre ouverte. Je continue parce qu'il faut aller vite. Pourquoi aussi on a été un peu perturbé dans l'avancement de la révision, c'est qu'en 2021, il y a eu révision du Code de la construction et de l'habitation et qu'il a été introduit l'article que vous avez sous les yeux, le L134-12. Donc ce que je vous ai dit avant fait écho à cet article. C'est-à-dire qu'il est écrit aujourd'hui que les bâtiments sont conçus et construits de manière à éviter les chutes accidentelles de hauteur des personnes dans le cadre d'un usage normal. Voilà, c'est clair. Tous les bâtiments sont conçus et construits de manière à éviter. Donc ce qu'on explique avec cette norme, c'est qu'elle propose des dispositions constructives qui va permettre de limiter, mais pour éviter, il faudra qu'il y ait la responsabilité du maître d'ouvrage pour vérifier qu'on utilise bien le bâtiment avec un usage normal, pour répondre au texte de loi. Ce n'est pas le garde-corps tout seul qui va y répondre. Donc l'élément de protection, c'est ce qui est écrit, dispositif permanent fixe, plein ou ajouré, visant à limiter le risque des chutes de personnes, des hauteurs des personnes dans le cadre d'un usage normal. Garde-corps, allège, parois, murs, cloisons, allège maçonné, menuisé, surmonté d'un garde-corps, barre d'appui, 3 petits points. Et donc ce qui est en dessous, limiter le risque de chute accidentelle est différent de éviter les chutes accidentelles. On continue. Je passe la parole à Mathieu. Oui, donc je vais répéter ce que vient de dire Nicolas, parce que c'est l'un des messages les plus importants.
c'est que la norme, elle est là pour limiter les risques de chute et non les éviter. Vous l'avez vu dans la réglementation, dans le CCH, c'est écrit que les bâtiments doivent être conçus pour éviter les chutes. Donc là, vous avez une petite liste de choses à mettre en place pour éviter les chutes. Donc la nature et modalités d'exploitation du bâtiment, l'organisation des activités, la surveillance, Nicolas en a beaucoup parlé, les informations, donc mettre de la signalétique pour indiquer les zones où des chutes peuvent se produire, et des dispositions techniques pour les ouvrages pour limiter les chutes. Bon, on va regarder un petit peu. Le premier point, il n'est pas couvert par la NFP 01012. Le deuxième point non plus. Le troisième point non plus. Le quatrième point non plus. Le seul point qui est couvert par la NFP 01012, c'est de donner des dispositions techniques pour les ouvrages, donc les éléments de protection dont a parlé Nicolas. Tous les autres points ne sont pas couverts par la NFP 01012. Ce sont d'autres dispositions à mettre en œuvre et qui ne sont pas de la responsabilité des entreprises qui installent les ouvrages limitant les risques de chute. Voilà, ça c'est un des messages importants qu'on voulait faire passer aujourd'hui. Et donc, la NFP 01012, elle propose des solutions pour limiter le risque de basculement, donc le risque d'escalade, et limiter le passage au travers. Pour atteindre ces deux objectifs, il y a 4 exigences à vérifier. Une hauteur minimale, des vides maximaux, donc ça on comprend tout de suite, hein, c'est pour répondre aux 2 objectifs principaux. Et en plus, il faut vérifier donc une résistance mécanique minimale et une durabilité dans le temps des performances. On va commencer par quelque chose d'assez simple, hein, c'est le principe de sécurité et les zones d'activité. C'est un peu le point de départ de la réflexion sur les ouvrages permettant de limiter les risques de chute. Donc le principe de sécurité de base, il n'a pas changé par rapport à la version actuelle de la norme de 88, c'est exactement le même, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va identifier un lieu dans le bâtiment ou son environnement où il y a un risque de chute supérieur à 1 mètre, il faut installer un élément de protection. Donc ça, c'est le principe qu'on connaît déjà aujourd'hui. La norme, elle va ajouter quelques précisions, notamment autour de la zone d'activité. La zone d'activité, elle va avoir sa propre définition dans la norme. Et ce qui est important de retenir, c'est que c'est le maître d'ouvrage qui définit les zones d'activité. C'est à lui de trancher quelles sont les activités dans les différents lieux du bâtiment, si jamais il y a un doute. Et donc voilà, vous avez des schémas qui montrent des exemples de positionnement des éléments de protection. On peut les mettre directement au bord du risque de chute, ou bien on peut le placer ailleurs dans le bâtiment. Mais il faut qu'il y ait un élément de protection conforme à la norme pour limiter ce risque. Tu veux ajouter ? Donc on va voir le premier point à respecter, la hauteur minimale de l'élément de protection. Donc pour respecter, pour savoir quelle hauteur minimale il faut respecter, on va devoir répondre aux 4 questions suivantes. Donc quelle est la zone d'activité? Quelle est l'épaisseur de l'élément de protection qu'on va mettre en place? Existe-t-il des appuis dans l'environnement de l'élément de protection ou dans l'élément de protection? Et enfin, existe-t-il des dénivelés dans la zone d'activité? La première question, on en a déjà un petit peu parlé, c'est quelle est la zone d'activité? Bon, ça, c'est le maître d'ouvrage qui va définir la zone d'activité. La deuxième question, quelle est l'épaisseur de l'élément de protection? Donc là, on va avoir une définition qui est représentée par les schémas qui sont là. Donc on se met à 70 au-dessus de la zone d'activité. On prend le point le plus haut et on regarde du point le plus haut jusqu'au nu intérieur de l'élément de protection et ça nous donne l'épaisseur. À partir de 0,7 mètres. Et dans l'ancienne version, on allait chercher l'épaisseur sur le point le plus à l'extérieur. Donc ça a évolué. Maintenant, c'est à partir du point le plus haut. Et après, on tire vers l'intérieur.
L'idée étant que l'épaisseur fasse que ça empêche de se pencher dans le vide. Vous avez tous compris. Donc, troisième question, existe-t-il des appuis sur l'élément de protection ou son environnement? Donc là, pour ceux qui sont familiers avec la version actuelle de la norme et qui connaissent les zones de stationnement précaires, zones de stationnement normales, tout ça a disparu. Donc ça n'existe plus et c'est remplacé par un gabarit que vous avez à l'écran. Ce gabarit permet de détecter tous les appuis. Donc ce gabarit, voilà, il a une forme de losange, donc qui fait 100 mm de large par 50 mm de haut. Il a une butée qui a son importance, on le verra après. Donc voilà, il a deux zones, une zone alpha qui est en clair et une zone bêta en foncé, qui elles aussi ont leurs importances, on verra juste après dans les exemples. Et donc voilà, l'objectif de ce gabarit, c'est de reproduire la zone de stationnement précaire qui existe aujourd'hui. Exactement, on n'a rien réinventé avec ce gabarit. Il ne reprend que les cotes minimum qu'il y a dans la norme actuelle de 88. On retrouve les 130, on retrouve les 50, on retrouve les 100. Donc on va voir comment on utilise ce gabarit pour identifier les appuis. Alors déjà, le gabarit il s'utilise dans la zone grisée que vous avez là, c'est donc jusqu'à 60 cm à partir du nu intérieur de l'élément de protection et sur une hauteur de 60 cm à partir de la zone d'activité. Donc là, on a un premier renforcement de la sécurité de la norme, puisqu'aujourd'hui, les zones de stationnement précaires, elles se vérifient jusqu'à une hauteur de 45 cm. Maintenant, il va falloir les vérifier jusqu'à 60 cm. Ici, on a une définition un peu plus précise de l'appui. Donc, pour avoir un appui, il faut un appui dans la zone alpha du gabarit, donc dans la zone la plus claire. On a mis les cas extrêmes dans les illustrations sur la droite. Donc, les deux cas en haut à gauche où il y a écrit appui, c'est qu'on a un appui, donc on est en sous-face du gabarit. Donc, si vous avez un appui ponctuel en sous-face du gabarit, ça fait un appui. Si vous avez les deux extrémités du gabarit qui sont en appui, ça fait un appui. Si les éléments qui touchent passent sous le gabarit. Par contre, si ils vont vers l'extérieur, comme c'est le cas du schéma du dessous, il n'y a pas d'appui. Donc voilà, c'est pour préciser les frontières lorsqu'on a un appui ou non. Et point important, tous les seuils de porte-fenêtre sont des appuis. Ça fait partie de la définition des appuis. Donc voilà, on a mis quelques exemples d'utilisation de gabarit dans des cas courants. Donc voilà, à gauche, on a un appui puisqu'on appuie la sous-face de la zone alpha du gabarit sur la lisse inférieure du garde-corps. À droite, pas d'appui puisque seule la zone bêta est en appui. Voilà. La pièce n'est pas assez profonde pour appuyer la zone alpha. Dans la norme actuelle, il faut que le pied s'appuie sur au moins 50 mm. Donc c'est ce que reflète le gabarit. Un autre cas classique, c'est de poser un garde-corps, par exemple, sur un petit muret, un acrotère en béton. Donc là, pareil, l'espace entre le nu intérieur du garde-corps et le bord de l'acrotère, il faut faire attention qu'il ne soit pas supérieur à 50 mm, sinon on a un appui. L'importance de la butée, dans le cas où on a un muret de l'autre côté de l'élément de protection et que le gabarit passe au travers de l'élément de protection. Donc là, si l'appui est suffisamment loin de l'élément de protection, on n'a pas d'appui, c'est le cas qui est illustré à droite, puisque le gabarit vient faire buter sur l'élément de protection. Et encore une fois, on n'a pas les 50 mm d'appui du pied. Donc voilà, là on a vu comment on identifie les appuis. Quatrième question à laquelle il faut répondre, c'est existe-t-il des dénivelés dans l'environnement? Et donc les dénivelés, il faut les vérifier jusqu'à 1,60 m à partir du nu intérieur de l'élément de protection. Ça c'est nouveau. Ça a été remonté pendant les travaux où effectivement on pouvait avoir à proximité dans les 1,60 m d'un garde-corps une marche, ou d'arriver avec un niveau plus haut jusqu'à être très proche. Et du coup, à partir de quand on pouvait passer par-dessus, qu'il y avait un risque de basculement.
Donc on a beaucoup travaillé et on est arrivé jusqu'à 1,60 m. Voilà. Après- Donc là, on a nos réponses à nos 4 questions. On va pouvoir définir une hauteur minimale de protection. Cas numéro 1, aucun appui n'a été identifié, aucun dénivelé n'a été identifié. Donc dans ce cas-là, on va avoir une hauteur minimale qui est donnée par le tableau que vous avez à l'écran et qui va dépendre de l'épaisseur de votre élément de protection. Pour tout ce qui est éléments de protection dits minces, donc qui font moins de 25 cm d'épais, la hauteur de référence, c'est 1 mètre. Donc ça n'a pas changé, ça restera 1 mètre. Ensuite, vous pouvez réduire la hauteur minimale de protection si vous avez un garde-corps plus épais. Cas numéro 2, vous avez identifié un appui. Donc là, ce qu'il faut regarder, c'est la hauteur de votre appui. Si l'appui fait plus de 10 cm de haut, vous allez devoir rehausser l'élément de protection de la hauteur de l'appui. Là, c'est ce qui est indiqué ici, grand H est égal à petit h plus x. Si votre appui fait moins de 10 cm de haut, ça va dépendre de l'épaisseur de votre élément de protection. Si vous avez un élément de protection fin, de moins de 25 cm, vous n'avez pas besoin de rehausser l'élément de protection. Par contre, si vous avez un garde-corps ou un élément de protection épais, vous devez le rehausser de la hauteur de l'appui. Troisième cas, vous avez identifié un dénivelé. Donc dans ce cas-là, il y a une petite équation qu'il faut appliquer pour savoir si vous avez besoin de rehausser ou non l'élément de protection. Cette équation elle se traduit par la ligne en pointillé que vous avez de tracé sur le schéma. Donc vous avez une zone au niveau 0 qui vaut du coup 1,60 m moins la hauteur de référence. Donc si vous avez un garde-corps fin, ça fait 1,60 m moins 1 mètre, donc vous avez une ligne à 0 qui fait 60 cm, puis une droite à 45 degrés. Vous tracez cette courbe et si votre dénivelé est au-dessus de cette courbe, vous devez rehausser votre garde-corps d'autant que ce qui dépasse de la courbe. Donc c'est ce qu'on voit en rouge ici sur le premier schéma. Donc là, on a une marge qui dépasse de 20 cm de la courbe, donc je dois rehausser le garde-corps de 20 cm. Donc voilà pour la hauteur minimale. Un point important, c'est les tolérances. On a des nouvelles tolérances sur les hauteurs. Donc il n'y a pas de tolérance négative sur la hauteur minimale. Et c'est une tolérance de l'ouvrage en œuvre. Ça veut dire qu'il faut prendre en compte les tolérances du support. Si vous vous posez sur un support qui a des tolérances qui font 2 cm, il faut pouvoir absorber, anticiper ces défauts possibles. Donc ça fait qu'il faut prendre une petite marge de sécurité sur la hauteur de base. Il va falloir fabriquer un peu plus grand. Deuxième exigence de la norme, les vides dans l'élément de protection. Première règle à respecter, donc c'est l'exemple du baraudage vertical. Donc c'est toujours la même règle, c'est 11 cm entre barreaux verticaux à respecter. Vous avez un tolérance. Mais sans tolérance. Sans tolérance. Sans tolérance. Et donc là, on a illustré un cas dans lequel on est conforme au vide et on a un appui. Donc si vous regardez sur la lisse basse, on a représenté le gabarit qui permet d'identifier les appuis. Et donc là, on a un appui au niveau de la lisse basse, ce qui fait qu'on doit rehausser le garde-corps si la lisse basse est au-dessus des 10 cm, ce qui est le cas dans le schéma ici. Et donc il y a deux solutions si on ne veut pas rehausser le garde-corps. Est-ce que quelqu'un a une idée dans la salle? Oui, vous? Pas d'idée? Non. Bon, l'une des solutions, c'est de
baisser le niveau de la lisse basse sous les 10 cm. Comme ça, on ne considère plus la lisse basse comme un appui. La deuxième solution, c'est de resserrer les barreaux à moins de 10 cm. Et comme ça, le gabarit B ne passe pas. Règle suivante pour les éléments horizontaux, donc lisse horizontale, tôle, vitrage. Donc là, on va avoir plusieurs zones. On va retrouver la zone jusqu'à 60 cm donc pour vérifier les appuis. On a la règle sous la tôle ou la première lisse basse des 11 cm à respecter. Donc ça, c'est la même règle qu'aujourd'hui. Et on va avoir une nouvelle règle qui va s'étendre jusqu'à 80 cm de haut, dans laquelle on doit vérifier qu'on n'a pas de vide supérieur à 11 cm. Donc pour rappel, dans la règle actuelle, au-dessus des 45, on pouvait déjà passer à 18. Maintenant, on va avoir cette zone intermédiaire où on doit respecter 11 cm jusqu'à 80 cm de haut. Au-dessus des 80, on peut passer à 18. Un autre cas qui est traité dans la norme, c'est les mailles répétitives qui vont avoir leur propre gabarit. Et donc, il faudra vérifier qu'on ne dépasse pas 5 cm. Donc, on a la sphère de 5 cm qu'il faudra superposer voilà, sur le schéma. Ces sphères comme ça fait peur. On a l'impression qu'il y a 12 gabarits maintenant. Non, en fait, il n'y en a qu'un. Hein. C'est celui que vous avez vu qui est le losange. Là, les sphères, c'est pour illustrer l'exigence, mais on comprend bien qu'on ne va pas tous avoir des sphères pour vérifier nos garde-corps. C'est une cote, on va dire, fictive qu'il faut prévoir sur plan, d'avoir des vides inférieurs à. La sphère, on va dire, illustre cette exigence, mais on va pas avoir 5 gabarits pour valider des chantiers. Hein. On est dans la théorie, on est sur plan. Voilà pour les vides. Voilà, non, un point supplémentaire. Ouais, c'est nouveau, ça. Oui, qui est nouveau. Bah, si tu veux l'expliquer. Non, mais ouais, si, je peux. Donc, vous retrouvez l'exigence de vide inférieure à 11, sans tolérance. Il a été rajouté un vide inférieur à 50, 0,05 mètres entre les mains courantes, parce qu'on a détecté qu'à 110, on pouvait passer comme ça, de côté, en passant les hanches. Donc on a ramené les mains courantes afin de pouvoir le faire. Donc ça vaut entre les garde-corps, mais ça vaut aussi en liaison avec le méant. Donc, voilà pour les exigences géométriques. On va passer aux résistances mécaniques minimales à respecter. Avec une nouveauté, c'est que la norme intègre les charges à prendre en compte pour le dimensionnement des ouvrages. Aujourd'hui, ce n'était pas le cas. Ce n'est pas le cas dans la norme actuelle. Il fallait aller voir dans d'autres textes pour récupérer les charges. Maintenant, toutes les charges vont être dans la norme. Premier cas de charge à prendre en compte, charge statique horizontale vers l'extérieur. Donc ça, c'est des charges qui sont données par l'Eurocode. Et donc la norme reprend les charges de l'Eurocode et les a intégrées directement dans la norme. Il n'y a pas de changement. Non. Donc on va retrouver les 60 kg par mètre pour le résidentiel et les bureaux, 100 kg pour les ERP, 300 kg pour les ERP avec foule importante. Voilà. Un cas de charge statique horizontale vers l'intérieur, qui va être donc de 27 kg, donc une charge ponctuelle à l'endroit le plus défavorable, enfin sur la main courante au milieu de la portée. Un cas de charge statique verticale, donc là aussi à l'endroit le plus défavorable, de 67 kg. Donc ça, c'est des charges qui existaient déjà dans la NFP 01013, la norme d'essai. Et les cas de charge dynamique pour vérifier le remplissage, la tenue du remplissage. Donc c'est la NFP 01013 qui donne les cas de charge dynamique. Et si vous avez un remplissage vitré, il faut regarder les compléments d'essai dans le DTU 39 partie 5.
Juste un complément, la résistance mécanique qui est expliquée là, elle est pour les garde-corps. Depuis le début, on a dit les éléments de protection en général. Là, on est vraiment sur les garde-corps où on apporte des justifications statiques et dynamiques. Après, si on parle de façade rideau, on ira chercher le DTU façade rideau. Si je parle d'allège de fenêtre, j'irai chercher le DTU allège de fenêtre pour voir comment on dimensionne. Mais dans le principe, on reprend quand même à l'initiale les charges de l'Eurocode, les charges d'exploitation de l'Eurocode. Voilà. Et dernière exigence de la norme, la durabilité. Et donc là, on va avoir un chapitre spécifique sur la durabilité qui va demander au concepteur d'avoir un élément qui conserve ses performances dans le temps. Donc voilà, la norme, elle ne va pas donner de critères spécifiques, elle va juste donner cette indication au concepteur qui soit capable de justifier de la conservation des performances dans le temps. Donc c'est important d'avoir des conseils d'entretien à donner à l'utilisateur final pour qu'il sache comment faire perdurer les performances dans le temps. Et l'exemple qui va être difficile à... Oui. Bah après, oui, ça, le cas des câbles, c'est un cas classique où on a une tension initiale lorsqu'on installe l'ouvrage. Et donc on respecte les vides et parfois dans le temps on a des câbles qui vont se détendre, on ne respecte plus les vides maximaux. Donc il faut pouvoir retendre les câbles pour respecter la norme. Et donc voilà, on a fait le tour des exigences de la norme. Donc comme on n'a plus de temps pour la présentation, désolée. On vous remercie pour votre attention et on vous invite, si vous avez des questions, à nous rejoindre sur nos stands. Alors nos stands sont dans le hall 6. Vous avez le stand de l'Union des métalliers et le stand du pôle fenêtre où vous retrouverez Nicolas. Donc voilà. Un grand merci Nicolas et Mathieu pour toutes ces précisions. Comme proposé, n'hésitez pas à les rejoindre directement sur leur stand si vous avez d'autres questions. Et nous allons accueillir dans quelques minutes Monsieur Vladimir Lusbin, qui va nous parler des motorisations des portes et portails.